vous présente Pascal Michaud, même si les personnes qui travaillent sur le rythme connaissent déjà son travail. Tout de même, Christophe l'a rappelé au début de la journée, il est l'animateur d'un site qui fait référence pour toutes ces thématiques, rhythmos.eu, c'est bien ça? Oui. Oui. Donc je vous recommande vivement d'aller voir, il y a toutes sortes de matériaux passionnants sur les questions qui nous intéressent et sur cette idée d'une rythmologie que vous allez décliner aujourd'hui sous le titre Rythmologie baroque. Juste pour mémoire, c'est chez Pascal Michaud une réflexion qui est très importante dans son travail depuis au moins, je trouve, la première référence importante, son ouvrage de 2005, Rythme, pouvoir et mondialisation, paru au PUF, et qui a depuis été poursuivi par d'autres livres, Les rythmes du politique, démocratie et capitalisme mondialisé, c'était en 2007 aux Prairies ordinaires, et c'est une thématique que l'on retrouve encore dans votre travail consacré à Marcel Mauss. Marcel Mauss, retrouvé origine de l'anthropologie du rythme, c'est un ouvrage de 2010 et qui est lié chez vous, cette question des rythmes, à la question de l'individuation. Et là, je citerai votre livre Fragments d'inconnu pour une histoire du sujet, Le Cerf en 2010, et récemment encore Sujet et individu en Occident, Dumont, Elias, Meyerson-Vernant, donc un livre de 2013. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous cède la parole pour cette rythmologie baroque qui m'intrigue déjà, bien sûr. Bien, écoutez, d'abord merci d'avoir organisé cette journée. Je voudrais remercier Christophe Corbier, Marielle Massé et vous, Esteban Bourg, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Enfin, ça fait déjà quelques années maintenant, mais ça commence à prendre de l'ampleur et de la vitesse, sinon du rythme. Et donc, je pense qu'elle est vraiment très bienvenue et je suis très content de participer à cette journée. Et comme Jean-Claude Schmitt, j'ai eu moi-même un peu une hésitation. J'avais dit à Christophe Corbier que je parlerais de rythmologie baroque, ce que je vais faire. Mais voilà, c'est un travail qui a duré 3-4 ans. Je viens de le terminer, donc je n'ai pas beaucoup de distance par rapport à ce travail. Donc je vais aussi vous parler un petit peu de ses conclusions, alors sans pouvoir rentrer dans les détails, parce que il s'agit d'un travail de philosophie assez précise, philologiquement précise. Je ne peux pas en une demi-heure appuyer ce que je vais dire sur les citations qui seraient nécessaires, donc je vais simplement vous demander de me croire. Mais pour commencer, je voudrais vous dire 2-3 petites choses avant de parler de rythmologie baroque sur ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand je me suis intéressé au rythme, c'était à la fin des années 90, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait le travail de Pierre et Jean-Jacques Wiener-Burger. Et puis voilà, c'était d'un point de vue général, j'entends. Il y avait bien entendu des gens qui avaient écrit sur le rythme, mais du point de vue d'une conceptualisation, il n'y avait pas grand-chose. Alors, ce qui m'intéressait moi, c'était d'abord de faire réapparaître une question. C'était une intuition au départ, j'en étais pas très sûr et je me méfiais beaucoup de cette intuition, de faire apparaître l'idée que, disons à la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 1950, la question du rythme avait été une question très importante au niveau scientifique. Alors aujourd'hui, voilà, on a des dossiers qui sont apparus, on en est à peu près sûr, mais à l'époque, ce n'était pas évident. Et donc, je me disais, bon, est-ce que je ne vais pas un peu là à l'aventure, est-ce que je ne tire pas la couverture à moi bon. Puis finalement, non, parce que dans les textes, il y a beaucoup de choses. Dans la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle, qui portent sur le rythme. Alors, aussi bien d'ailleurs dans les sciences sociales, ou les sciences humaines, on va dire à l'époque, et que en philosophie. La deuxième chose qui m'intéressait, c'était à travers la restitution de cette espèce d'inconscient, cette idée refoulée des sciences sociales, à laquelle on n'avait plus accès quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était de produire un concept qui serait utilisable pour une recherche qui était pour moi en cours, qui concernait la question de l'individuation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être un individu? Voilà, comment faire l'histoire de l'individu, qui ne serait pas une histoire simplement
une histoire un peu simpliste, celle qu'on nous racontait auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait eu des sociétés holistes, collectives, où l'individu était dominé par le groupe, où il n'y avait quasiment pas d'existence. Et puis après, alors après quand, on ne sait pas, parce qu'il y a toujours des scansions différentes selon les historiens. Parfois c'est la Renaissance du XIIe siècle, parfois c'est le XIIIe siècle, parfois c'est Pétrarque, parfois c'est la Renaissance du XVe, parfois c'est celle du XVIe, après c'est même le XVIIIe. Ils trouvent toujours un moyen de dire qu'il y a une bascule comme ça, dans l'histoire occidentale en particulier, qui ferait passer de ce monde holiste à un monde individualiste. Bon, vision extrêmement simpliste et dualiste, qui ne pouvait pas être très satisfaisante du point de vue d'un historien, surtout ayant été un peu formé par l'anthropologie historique, Jacques Le Goff en particulier. Donc il fallait produire un concept qui permette d'étudier ça, d'étudier l'individuation dans ses spécificités historiques. Et en construisant mon dossier sur ces sciences sociales utilisant le rythme, j'ai trouvé que très souvent, c'était la question qui se posait. C'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, il y a eu un moment de grande fluidification, de grande transformation du monde assez stable qui existait auparavant, un peu comme celle que nous avons traversée à la fin des années 90 et 2000. Et les gens qui faisaient des sciences sociales se sont retrouvés très souvent à travailler sur ces questions de rythme parce que ça leur permettait de penser deux choses à la fois. D'une part, ce qui est mouvant, qui se transforme, il y a une certaine fluidité, on va dire, mais quelque chose qui reste organisé. Et donc, quand on produit des individus, qu'ils soient singuliers ou collectifs, on a affaire à des processus qui sont fluides, qui sont en mouvement, mais qui restent organisés. Donc, mon intérêt pour le rythme, il n'est pas thématique, vous voyez, ce n'est pas le rythme en tant que thème d'étude, c'est le rythme en tant que concept opératoire. Voilà, pour situer un petit peu mon travail et vous expliquer ce que je vais vous exposer maintenant. Alors, une idée très répandue, je dirais presque un cliché, des études rythmiques, c'est que ces études seraient fortement grevées par leur fragmentation épistémologique et méthodologique, parce qu'il existerait comme ça un nombre de définitions du rythme presque égal à celui des auteurs qui s'y seraient intéressés. Mais je pense que Pierre Sauvanet a déjà un peu montré, a réussi à réduire ces définitions à déjà une espèce de tripode, de tercet comme ça de concepts. Il me semble que c'est plutôt l'inverse qui est vrai, parce que si on regarde ce qui est utilisé, là je ne parle pas du thème, mais je parle de concept, ce qui est utilisé quand on parle de rythme comme concept, eh bien c'est toujours un concept qui qui comprend la notion d'ordre de mouvement, donc le kinéséostaxis, la notion de mètre régulier, de métrone, et la notion de retour périodique, de périodos. Donc il y a quand même cette empreinte platonicienne qui reste très présente dans beaucoup des usages les plus courants dès qu'on met des phénomènes qui sont très diversifiés les uns avec les autres. Finalement, qu'est-ce qui fait le dénominateur commun? Eh bien, c'est cette définition-là, parce elle est assez universelle et elle permet de classer pas mal de choses, de les mettre ensemble. Alors, il y a un second usage qui est affirmé. De temps en temps, on trouve aussi des personnes qui pensent qu'on pourrait surmonter cet aspect métrique et quasiment mécanique de la définition platonicienne en lui associant les notions de retard, de décalage, d'écart, peut-être de rythme boiteux, je ne sais pas. Et donc, les principes d'ordre, de mètre et de période pourraient être rééquilibrés par des principes contraires, c'est-à-dire les principes de désordre, de créativité, qui introduiraient un jeu dans le retour du même. Or, il me semble qu'on fait une erreur en pensant qu'on se libère du métrum en faisant ça. Parce qu'en fait, ça ne change rien au fond. Si on introduit du décalage,
c'est toujours finalement par rapport à une norme, la norme métrique. Bien sûr, on peut désajuster, on peut mettre en retard, on peut avancer, on peut faire varier, diversifier la mesure, mais il est clair que toutes ces ornementations ne peuvent apparaître qu'en rapport aux accentuations régulières qui se succèdent et qui en constituent la condition de possibilité. Donc, à travers l'écart, il me semble que le nombre et son ordre restent la raison du rythme. C'est une position que je prends, un peu provocatrice, mais je pense qu'elle est exacte. Alors, pour éviter d'aller dans ce sens qui serait simplement le sens du décalage, le sens du retard, j'ai essayé de produire, d'approfondir, de définir ce concept de rhythmos, puisque, comme vous le savez, avant Platon, il y avait une ontologie, ou des ontologies, une épistémologie et même une anthropologie qui était fondée sur cette notion-là, très ancienne. Or, ce que nous dit Benveniste à son propos, c'est que ce rythme, il a de temps en temps, quand on regarde les usages du terme, le sens de configuration à un instant précis d'un ensemble mouvant, mais ça n'est qu'une des deux définitions qui sont dans l'article de Benveniste, et c'est souvent à cette définition-là qu'on s'arrête malheureusement. Parce que après le travail qu'il fait sur les usages, donc les termes, il fait une deuxième analyse qui concerne l'étymologie. Et c'est là qu'il fait remarquer que rhythmos s'est fondé sur rein, qui veut dire couler, avec un suffixe thmos qui lui indique une manière, un mode d'accomplissement. Donc rhythmos, étymologiquement, ce n'est pas le moment instantané de quelque chose de fluent, c'est la manière de fluer. Alors, ça, c'était très intéressant du point de vue qui m'intéressait, c'est-à-dire du point de vue de la définition de l'individuation. Et ça fonctionne assez bien quand on l'applique aux sciences humaines, fin 19e, début 20e. On trouve plein de choses avec cette définition-là. Mais on bute à un certain moment sur une question, ou des questions, une série de questions qui m'ont amené à faire ce travail sur la rythmologie baroque. Bon, une fois qu'on s'est débarrassé du modèle métaphysique, disons, et même imprécis du rythme comme kinéséos, taxis, métron, périodos, et même quand on lui a attribué le sens de rhythmos, eh bien, on n'est pas sorti des difficultés. Parce que qu'est-ce qui, d'une part, fait qu'un rhythmos est distinct d'un autre? Comment on définit l'individuation du rythme d'individuation? Comment on connaît le rhythmos? Si les rythmes sont des modes ou des manières, comment on peut les distinguer? Comment on peut les saisir? Comment en rendre compte? Donc, comment finalement faire de la science sociale si on prend cette définition du rhythmos? Quelle part faut-il, dans cette approche, attribuer, donc en plus des critères ontologiques et épistémologiques, voire logiques, aux critères poétiques, aux critères éthiques et politiques? Comment estimer la valeur d'un rythme? Et là, on touche donc aux questions esthétiques, éthiques et politiques. Et quel lien faut-il faire entre cette valeur et la capacité d'une individuation à susciter une subjectivation? Passer de l'individuation simplement à la question du sujet. Donc, voilà les questions que je me posais il y a quelques années qui m'ont amené à regarder un petit peu ce qui pouvait nous aider à réfléchir à ça. Alors, il y avait un très beau travail que je voudrais citer tout de suite, c'est celui de Clémence Couturier-Heinrich sur la fin du XVIIIe siècle, où elle montre que chez les romantiques, enfin une partie du classicisme weimarien, mais après aussi les romantiques, il y a tout d'un coup une espèce d'efflorescence théorique autour du rythme qui pose exactement ces questions. C'est-à-dire comment on définit un rythme, comment on le saisit, quelle est la valeur d'un rythme, et est-ce que ça produit quelque chose anthropologiquement. Donc elle avait fait ça, ayant lu ça, je me suis dit, bon, ben voilà, on a un peu avancé dans la connaissance,
mais elle faisait allusion à beaucoup de choses qui étaient en fait antérieures. Et on ne peut pas, une thèse est forcément limitée, mais ça posait des questions sur ce qu'il y avait avant, parce que les Allemands n'inventent pas tout en réalité. Ce n'est pas comme ça une émergence soudaine ex nihilo. Et en y réfléchissant bien, je me suis aperçu que, eh bien, il fallait remonter à Spinoza, à Leibniz et à Diderot. Alors j'ai aussi fait des excursus vers Locke et Condillac, indispensables pour comprendre ce qui se passe au XVIIIe siècle. Et donc voilà, je suis arrivé à un gros ouvrage que je viens de terminer et dont je vais essayer de vous présenter quelques conclusions. En intégrant, développant et retransformant les avancées donc réalisées au cours de la Renaissance par les philosophies de la nature comme puissance infinie, donc vous trouvez ça, déjà cette idée de puissance infinie chez Giordano Bruno, et ainsi que donc en intégrant aussi les principes dynamiques des sciences expérimentales qui étaient apparus depuis la révolution scientifique du début du XVIIe siècle, Spinoza et Leibniz retrouvent certaines intuitions de la pensée héraclitéenne et du courant matérialiste de la pensée grecque. Alors, certes, ils rejettent explicitement l'un et l'autre la notion d'atome. Ils rejettent aussi l'idée du vide qui l'accompagne, mais en fait, ils reprennent à ces traditions une autre notion, peut-être moins célèbre, mais tout aussi importante, c'est que la métaphysique comme la science montre qu'il faudrait désormais envisager la nature comme un immense rhythmos, justement, comme un flux organisé. Et les individus qui peuplent la nature comme autant de rhythmoi. C'est-à-dire qu'on voit apparaître dans la deuxième moitié du XVIIe siècle des pensées qui partent des avancées scientifiques, qui veulent dépasser ce que Descartes a pu déjà faire, extraire de ces avancées scientifiques, pour penser un monde fluent mais organisé. Alors, eux aussi, en partant de ces prémices, ils se sont posés des questions concernant ce type d'organisation. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas à la fois adhérer à un monde totalement héraclitéen en oubliant les objections platoniciennes à Héraclite. Plutôt à ses successeurs, parce que, en fait, il paraît que selon les spécialistes, il s'agit plutôt de la pensée platonicienne postérieure que celle de Platon elle-même. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Les rhythmoi individuels ne se dissolvent pas au sein d'un immense écoulement permanent et le rhythmos de la nature ne constitue pas un flux sans forme. Ils ne sont pas inconnaissables, ni pour Spinoza, bien sûr, ni pour Leibniz. La nature flue selon des lois immuables qui tiennent à la nature même de Dieu ou qui ont été voulues et fixées par Dieu avant la création. Nature de Dieu, Spinoza, voulue par Dieu avant la création, Leibniz. Et quant aux rhythmoi, ils relèvent chacun d'une essence définie virtuellement. Soit dans l'éternité qui accompagne la durée au sein de laquelle ces essences encore virtuelles deviennent actuelles, c'est-à-dire côté Spinoza, soit déjà avant la création, lors du calcul des compossibles et du passage des possibles au virtuel. C'est-à-dire cette conception que Leibniz développe, l'idée qu'il y aurait création et donc conception du monde, du meilleur des mondes possibles, par calcul avant la création. Donc tous les rhythmoi, tous les individus sont définis par des essences au XVIIe siècle. Donc, alors, ils ont deux expressions un petit peu différentes. Spinoza parle d'essence actuelle, qui cherchent à persévérer dans leur être propre, et Leibniz d'essence active, dont l'être propre est déjà déterminé. Pour utiliser donc une métaphore, on peut dire qu'il faudrait distinguer le fluent et le mouvant du liquide. Le liquide est synonyme d'amorphie, d'absence d'individuation et donc d'individu, alors que le fluent et le mouvant impliquent des formes, des processus d'individuation des individus.
fussent-ils plus ou moins fugaces ou plus ou moins durables. Deuxième avancée déterminante pour l'arithmologie, réalisée par Spinoza et Leibniz, cette deuxième avancée concerne la pensée et les idées qu'elle manipule. Donc, non pas l'aspect ontologique, mais cette fois-ci l'aspect gnoséologique, théorie de la connaissance. L'un et l'autre conçoivent la pensée comme un rhythmos et les idées comme autant de rhythmoi de l'esprit. C'est-à-dire que leur conception phénomène de pensée est évidemment analogue à leur conception ontologique. Il se passe la même chose dans l'esprit humain que ce qui se passe dans la nature. Il s'agit de flux et d'organisation des flux. Mais là encore, au niveau de la pensée, donc, ce rhythmos global ne se défait pas, en tout cas pas toujours, en un flux totalement chaotique. Et de même, donc le raisonnement doit être tenu, et de même, les rhythmoi, les idées, ne se perdent pas, en tout cas pas toujours, au sein d'un flux qui les emporterait dans un torrent désordonné. Certes, la plupart des idées sont comme des tourbillons de lumière, plus ou moins distinctes, plus ou moins claires. Beaucoup se chevauchent, se fondent les unes dans les autres, allant parfois jusqu'à transmuer la distinction en confusion et la clarté en obscurité. Donc il y a toute une analyse des modes qui font passer des idées claires à des idées confuses et obscures. Parfois, il y a des enchaînements erratiques, dominés par l'analogie ou l'association métaphorique. Mais il y a aussi des processus qui permettent d'échapper à ces difficultés. D'une part, il nous est possible de distinguer les rhythmoi idéels qui sont adéquates aux choses de ceux qui ne le sont pas, en les confrontant tout simplement aux enseignements de ce que nous renvoie notre participation active-passive au réel. C'est la méthode scientifique d'expérimentation. Et donc, en intégrant ces rhythmoi idéels et en les spécifiant de proche en proche, des plus conflus aux plus distincts, et en les classant par espèce et par genre. L'objectif au XVIIe siècle, l'objectif qui vient de la scolastique, c'est de définir les choses par espèce et par genre. Deuxième aspect de ces processus qui permettent d'échapper à la difficulté du torrent idéal, c'est que nous pouvons relier ces idées, ces rhythmoi idéels, par des enchaînements et des manières globales de fluer de la pensée qui s'approchent des enchaînements éternels de la pensée divine. Donc l'objectif, que ce soit d'ailleurs pour Spinoza ou pour Leibniz, ça reste de s'approcher du rhythmos de la pensée divine, qui est en fait un rhythmos immédiat quasiment, qui est le rhythmos de l'intuition. L'intuition étant la base de la connaissance du troisième genre. Donc, par l'usage de dispositifs conceptuels complexes, de formes de conceptualisation en partie aveugle chez Leibniz, nous pouvons nous libérer de la nécessité d'avoir présente à l'esprit la totalité des réquisites de la chose et surmonter, autant que faire se peut, la finitude de l'esprit humain. Donc voilà deux avancées très considérables, il me semble, au XVIIe siècle, qui posent les fondements de ce que j'appellerais une rythmologie baroque. Mais ces avancées ne sont pas sans limite. Grâce à notre participation active-passive au flux du monde et à ceux de la pensée divine, il est possible de connaître les rhythmoi d'une manière générique et spécifique, c'est-à-dire de les placer dans la classification des êtres et de comprendre les lois qui les relient les uns aux autres. Mais il reste simultanément impossible de les connaître de manière singulière, c'est-à-dire chacun avec toutes les qualités qui lui sont propres et qui le distinguent de tous les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est l'interdit, enfin l'impossibilité aristotélicienne de la connaissance du singulier. La science n'a pas de connaissance du singulier, elle a une connaissance du général. Cette saisie de la singularité est doublement hors d'atteinte pour l'intellect humain, du point de vue de la connaissance a priori
les essences actuelles ou actives des Rhythmoi sont théoriquement accessibles par la voie de l'intuition, qui font donc le troisième genre de connaissance, ou qui, pour Leibniz, couronnent l'activité de l'esprit. Mais en pratique, ils nous disent bien l'un et l'autre que, mis à part quelques essences de Rhythmoi mathématiques, les nombres en particulier, ces essences nous échappent. Du point de vue de la connaissance a posteriori, maintenant, c'est-à-dire ce que nous on appelle la science, dans la mesure où elles appartiennent à une sphère, l'éternité, à laquelle nous qui existons n'avons pas accès, ou bien parce qu'elles contiennent une infinité de prédicats que seul Dieu pourrait énumérer, ces essences nous sont totalement indéchiffrables. C'est-à-dire qu'ils nous disent on peut avoir des connaissances des individus par des méthodes scientifiques, on peut les définir de manière spécifique et générique, mais on ne pourra pas avoir des connaissances singulières, soit parce que ça échappe de toute façon au monde dans lequel nous vivons nous, soit pour Leibniz qu'il y a une infinité de prédicats possibles et que seul Dieu les connaît. Alors, on voit là une limite, si vous voulez, dans les recherches qui m'intéressaient moi, de ce que nous apportent les penseurs du XVIIe siècle. Bien que Spinoza passe les affirmations de la théologie au crible de la critique historique et que Leibniz donne une place non négligeable à l'enquête historique dans sa théorie de la connaissance, comme vous le savez, il donne un avantage très net aux sciences de la nature par rapport à celles qu'on appellera plus tard les sciences de l'esprit, puis de l'homme et de la société, et donc ne peuvent nous satisfaire dans notre recherche contemporaine. Tout se passe comme si les principes ontologiques de la distinction radicale entre essence et existence chez Spinoza et de l'identité des indiscernables chez Leibniz venaient sans cesse contrecarrer et finalement empêcher toute avancée vers les essences des Rhythmoi. Ce n'est qu'au siècle suivant que commencent les premières recherches qui déboucheront finalement sur l'essor extraordinaire de ces sciences au XIXe, XXe siècle, donc sciences de l'esprit, de l'homme. Mais le problème soulevé par Spinoza et Leibniz ne cessera de hanter ces sciences, comme, vous savez, le montrera le fameux Methodenstreit à la fin du XIXe siècle, ou les discussions qui n'ont cessé de faire rage au XXe siècle concernant leur objectivité, voire leur scientificité. Donc, à la fin du XVIIe siècle, on voit se dessiner une ontologie et une épistémologie ou une gnoséologie radicalement nouvelle qui mettent l'accent à la fois sur le dynamisme de l'être et de la pensée et sur les modalités de leur processus d'individuation. Les premiers éléments d'une rhythmologie donc sont fermement posés. Il y a quelque chose qui manque, il me semble, à cette époque-là, qui n'est pas tellement développé, alors presque pas chez Spinoza et qui l'est un petit peu plus chez Leibniz, c'est tout ce qui concerne le langage et donc l'anthropologie. Sur ces deux plans, l'apport du XVIIe reste assez limité, voire embryonnaire, et grevé de fortes contradictions. Pour Spinoza, le dualisme est surmonté et le rythme divin atteint d'emblée par la raison à travers sa conception intuitive de l'unité de la substance. C'est la première définition de l'éthique, on commence par ça. Et puis après, il ne reste plus qu'à déplier les conséquences. Une fois qu'on a cette intuition de l'unité de la substance, tout le reste suit. L'imagination, quant à elle, est la source de la plupart des connaissances obscures et confuses, et la production d'idées claires et distinctes, même si elle peut parfois bénéficier du dynamisme de l'imagination, doit donc se défaire de ces produits indésirables. Le langage est un support très ambigu de la pensée démonstrative qu'il faut sévèrement épurer et qui doit s'effacer au sommet des genres de connaissances dans la saisie immédiate, intuitive des essences. Donc on est encore dans cette idée qui vient de Bacon, en réalité, que le langage produit plus d'obscurité qu'il n'éclaire les choses, qu'il faut donc le contrôler très très sévèrement. Pour Leibniz, à l'inverse, la raison perd une partie de sa puissance de vision intuitive au profit d'une nouvelle puissance calculatrice aveugle. Vous savez que comme il pense que justement on n'a pas accès à ce dernier niveau, il faut rétrograder un tout petit peu et se donner les moyens de transformer cette
vision intuitive immédiate en quelque chose qui serait comme un calcul. Et le calcul n'a pas besoin d'être constamment présent à la conscience. Il peut être fait par des symboles qui vous permettent de calculer des choses dont vous n'avez pas conscience finalement, au sens où vous ne les avez pas présents à l'esprit. Donc, chez Leibniz, l'imagination est promue vecteur du dynamisme de la pensée et opératrice rythmique de l'organisation du flux des données sensibles par la forme des concepts et des raisonnements. C'est-à-dire qu'il anticipe déjà ce qui va se passer chez Kant, où l'imagination va devenir puissance centrale, qui va permettre la schématisation, donc le rapport entre concepts et données de la sensibilité. On trouve déjà des embryons de ça chez Leibniz. Enfin, pour ce qui concerne le langage, et aussi reflète cette nouvelle complémentarité entre raison et imagination, le langage est simultanément et contradictoirement loué à travers la pluralité des langues comme vecteur de l'infinie diversité des puissances imaginantes nécessaires au développement de la pensée. Donc il y a là un esprit pentecôtiste chez Leibniz, c'est-à-dire que les langues ne sont pas... comment dire, c'est pas Babel, il n'y a pas de malédiction de la pluralité des langues, il y a au contraire la possibilité de traduction et de parler toutes les langues. Donc il y a une espèce d'optimisme qui va jouer son rôle plus tard, jusqu'à Humboldt en particulier. Mais en même temps qu'il dit ça, il maintient, et ça c'est sa position fondamentale, un impératif strict d'épuration rationalisante qui mènera, ou qui aurait dû mener, parce que ça ne marchera jamais, à la réduction du langage à une caractéristique universelle, c'est-à-dire à un ensemble de symboles logico-mathématiques qui remplacerait le langage. Donc il tient les deux à la fois, et vous voyez c'est contradictoire, mais il y a les deux chez Leibniz. Donc on voit bien qu'à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe pour Leibniz, ces questions sont encore extrêmement embryonnaires, on va dire. Alors, Leibniz est sur ces trois points plus avancé que Spinoza, on peut dire, mais que la pensée soit réduite par déflation au modèle logico-symbolique du calcul, au lieu d'être aspirée dans son ascension par le modèle visuel de l'intuition, ne change rien. En dernier ressort, la philosophie bute toujours à cette époque-là sur le discours, en particulier sur ses dimensions ordinaires et poétiques, qui restent considérés comme des obstacles majeurs au déploiement de la raison. Le flument de la pensée est certes considéré comme sous une forme imaginative et algorithmique chez Leibniz, et non plus systémique et intuitive, comme chez Spinoza, mais ce qui est gagné d'un côté, c'est-à-dire la valorisation de l'imagination au dépend de l'intuition, s'accompagne de l'autre de la perte de la notion de système discursif au profit de celle d'algorithme. Parce que la notion de système discursif existe dans l'éthique. C'est un grand système discursif, organisation de discours. Donc il n'est pas étonnant qu'il manque toujours à cette théorisation les dimensions langagières et poétiques qui permettraient précisément de conjoindre système de discours et puissance de l'imagination. Il y a tous les éléments d'une anthropologie du langage, mais finalement ils sont encore dispersés. Les philosophies de l'immanence de la deuxième moitié du XVIIe siècle sont avant tout des philosophies de la nature. Elles contestent à la fois la notion de puissance infinie de Dieu et celle de puissance infinie de l'homme, qui est en train de prendre sa place au sein de la philosophie moderne. Donc, conteste la théologie et conteste le cartésianisme. Renvoyant dos à dos ces deux formes de théologie, elles mettent en avant la notion de puissance infinie de la nature. Mais ce qui est une force du point de vue d'une critique des philosophies dominantes de l'époque comporte aussi des faiblesses. Même si elles ne les ignorent pas, elles ont du mal à assurer leur place à deux principes anthropologiques fondamentaux, le langage et l'histoire, et ce sont ces principes qui seront au cœur des discussions qui s'étendront sur l'ensemble du siècle suivant, jusqu'à Humboldt compris, voire au-delà. Donc je vais vous parler maintenant du XVIIIe siècle et essentiellement de Diderot. Au XVIIIe siècle, alors je suis très impatient d'entendre Théodora Psychoiou vous parler du XVIIe, parce que ce que j'avais lu pour le moment me faisait penser que, paradoxalement, si vous voulez, du point de vue de la rythmologie, les avancées les plus intéressantes ne se produisent pas dans la réflexion sur la musique.
Alors, mais c'est parfois peut-être tout simplement par défaut d'information, donc je suis très, très impatient de vous entendre. Ce que j'ai lu dans la littérature qui concerne ces choses-là, en particulier Béatrice Didier, c'est que, en dépit de renouvellements non négligeables, par exemple avec quelques essais de musique non mesurée, chez Louis Couperin au XVIIe siècle, dans l'ensemble, la théorie reste globalement sous l'influence du modèle traditionnel platonicien, chez Dumarsais dans l'article Accent, 1751, mais aussi chez Rousseau dans les articles Rythme, Mesure et Musique de l'Encyclopédie, et même encore dans le Dictionnaire de musique, 1767, les rythmes de la musique relèvent toujours du nombre et d'une succession d'accents calqués sur la métrique poétique et sur l'extension rhétorique du langage. Après la querelle des bouffons, 1752-54, il y a eu une rigidification de ces catégories, et puis il y a eu évolution aussi, transformation, en particulier avec apparition de l'art chorégraphique, un essor de l'art chorégraphique qui ont fait que le rythme ne pouvait plus être pensé de cette manière-là, et donc on a vu apparaître dans ces théories la notion de mouvement, justement. Donc il y a un chapitre de l'article de Béatrice Didier qui s'appelle « Le rythme est mouvement ». Mais ça reste, il me semblait donc, relativement modeste, si l'on compare à ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire ce qui se passe dans les philosophies qui s'intéressent aux sciences de la nature en particulier. Donc, il m'a semblé assez intéressant d'aller plutôt voir alors quelqu'un qui était à l'interface de ces théories de la nature, ces philosophies de la nature, mais aussi qui avait une poétique et une théorie de l'art, et une théorie du langage, c'est-à-dire Diderot. C'est vraiment celui qui est là, à mon sens, fondamental pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue rythmologique au XVIIIe siècle, et qui explique donc ce qui se passera après en Allemagne. Donc, je ne peux pas vous montrer ça dans les détails, mais il est assez certain que Diderot, dans sa philosophie de la nature, radicalise l'héraclitéisme, alors dont il hérite, peu importe, ce n'est pas le problème de savoir quelles sont les filiations, l'histoire des idées, etc. Ça, il peut avoir réinventé des choses, mais enfin, peu importe comment c'est passé, mais cet héraclitéisme mesuré, entre guillemets, ou rythmé plutôt, dont je vous ai parlé au XVIIe siècle, on le voit réapparaître, mais alors radicalisé par Diderot, pardon. En même temps, il est très conscient qu'il ne faut pas tomber dans le relativisme, dans quelque chose qui serait du fluide, de l'amorphe, qui serait donc inconnaissable, et il produit des concepts susceptibles de rendre compte des individus singuliers et collectifs, qui donc, sans jamais perdurer, foisonnent dans le flux de la nature. En même temps, on voit qu'il n'arrête pas, mais alors parfois c'est presque simultané, de travailler à la fois sur les connaissances scientifiques de son époque, qui sont nouvelles, parce que, comme vous savez, les sciences ont progressé, et les sciences porteuses du XVIIe siècle, essentiellement donc la physique, la mécanique, l'astronomie et les mathématiques, ont connu des développements nouveaux, mais surtout il y a eu de nouvelles sciences. Ce sont les sciences du vivant qui apparaissent à ce moment-là. Aussi bien d'ailleurs sciences des pratiques comme la médecine que les débuts de ce qu'on pourrait appeler la biologie, qu'on appelle l'histoire naturelle. Et puis, bien entendu, les débuts de ce que deviendront les sciences de l'homme, l'anthropologie en particulier, mais l'histoire, la linguistique, des choses comme ça. Donc, il m'est apparu que si on se limitait à ce que dit Diderot du point de vue des sciences de la nature, et sciences de la nature plus riches que celles du XVIIe siècle, qui comprennent le vivant, on n'avait pas encore tout compris de ce qu'il était en train de faire. Il y a une grosse difficulté dans la littérature spécialisée concernant Diderot, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui sont des philosophes, alors philosophes des sciences essentiellement,
qui s'intéresse à la part justement aux philosophies de la nature, et qui laisse tomber complètement la part esthétique, les salons, la question de la peinture, la question du paradoxe du comédien, la manière en peinture, l'hiéroglyphe poétique. Alors que de l'autre côté, vous avez des littéraires qui font exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à tout ce que Diderot invente à ce moment-là, et puis font quelques allusions, bien entendu, à son matérialisme, à son sensualisme. Mais enfin, ça ne va pas très loin. Donc on a deux mondes qui, dans la littérature concernant les spécialisés, concernant Diderot, s'ignorent un peu, et alors que, précisément, ce qui est en jeu, c'est ça, c'est de penser ce que Diderot apporte à cette rythmologie baroque. Et ma thèse, maintenant que je suis arrivé au bout de l'analyse assez fastidieuse et longue, mais assez fructueuse, de ces textes, c'est que ce qu'il apporte, lui, c'est justement la liaison des deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser son ontologie, sa cosmologie, sa théorie de la nature et son épistémologie sans savoir ce qu'il dit du langage, de la poétique, de l'art. Et vice-versa. Il faut tenir les deux ensemble, et c'est comme ça qu'on voit ce qu'il produit de nouveau par rapport à ce que je vous ai raconté du XVIIe siècle. Donc, oui, je vais donc me limiter à juste une remarque concernant son originalité qui concerne le langage. Vous savez qu'avant lui, il y a Locke qui introduit la notion de signe dans la question d'épistémologie. Et puis il y a Condillac. Et Condillac introduit, lui, il reprend Locke, mais il le projette dans une genèse du langage. Il va chercher les origines du langage, alors qu'ils sont bien entendu imaginées, il le reconnaît lui-même, mais qui a pour intérêt de mettre le point sur le fait que son et sens sont toujours liés, que autrefois, quand les hommes ont commencé à se distinguer des animaux, ils avaient un langage d'action, un langage donc mimé, un langage qui est ensuite passé dans l'intonation, qui est aussi passé dans la prosodie, et donc, pour le dire en termes modernes, dans le signifiant, dans la signifiance, pour parler comme Benveniste. Alors, Diderot reprend ça, et il invente ce concept qu'il n'a pas réutilisé après la lettre sur les sourds et muets, mais qui est le même, en fait, repris plusieurs ans après sous la notion d'harmonie, qui est le concept d'hiéroglyphe. Et l'hiéroglyphe, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que dans un discours, alors il s'agit de discours poétique, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel discours, il y a justement toujours indissociablement du son et du sens, et que la signifiance du discours se produit de manière globale. Alors là, on n'est plus dans une vision analytique, sémiotique classique, on est dans une vision, je vais dire, holiste, globale, qui observe le fonctionnement du discours. Et là, on a quelque chose qui serait comme, c'est ce que je voudrais dire, pour finir, l'apport fondamental de Diderot à la rythmologie. C'est-à-dire quelque chose qui décrit les rythmes du langage, donc les rythmoïdes du langage, qui sont pour lui tout autant les rythmoïdes de la pensée. Et du coup, ça élimine la question de l'intuition non discursive, l'intuition visuelle, ça réintroduit l'imagination, enfin ça a beaucoup de vertus sur lesquelles voilà, je pourrais vous répondre si vous voulez. Merci beaucoup Pascal pour cette plongée dans l'univers de Leibniz et Spinoza et enfin Diderot, excusez-moi si je vous ai un peu bousculé vers la fin, mais nous avons beaucoup de sujets qui sont déjà mis sur la table. Je ne sais pas si c'est une manière de faire transition vers le propos de Theodora Psycholiou, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question sur Leibniz
et la musique quand même, et cette fameuse phrase qui est devenue un cliché, mais qui quand même devient à nouveau pertinente dans ce contexte sur le calcul inconscient. Par rapport à la relation entre rhythmoi et rhythmos, est-ce que on peut dire que chez Leibniz, il y a une sorte de statut prototypique de la musique en tant que pensée algorithmique, à partir de ce parallèle que l'on peut faire? Et si oui, est-ce que ça va jusqu'à la relation entre la note comme unité discrète en musique et le flux sonore de manière générale? Oui. Alors ça, c'est toute la question qui est débattue. Je participais par exemple à un colloque, un séminaire à l'IRCAM. C'est la question qui les motive, question d'algorithmie. Moi, j'ai tendance un petit peu à dissocier les choses et peut-être à me méfier de cette réduction à l'algorithmie. Parce que je suis du côté de la poésie, si vous voulez, pas de la musique. Or, en poésie, il n'y a pas d'éléments distincts. Il n'y a pas d'éléments comme la note. Vous voyez, il n'y a que des continuités, des résonances, des échos. Il y a de la prosodie. Il y a du rythme au sens global, mais on ne trouve pas ces éléments-là. Et je répondrai en disant que pour Leibniz, il me semble que c'est pas cohérent. Enfin, de toute façon, c'est quelqu'un qui a une pensée proliférante. Et donc, il avance sur plusieurs fronts à la fois. Et ces fronts ne sont pas forcément cohérents les uns avec les autres. Donc, ce qu'il peut dire sur la musique, par exemple, n'est pas forcément cohérent ce qu'il peut dire sur le langage, ou ce qu'il peut dire même sur les mathématiques. Je me méfierais. Là, il faudrait regarder les textes très précisément, ce que je n'ai pas fait pour la musique. Pour vous répondre. Mais je ne sais pas si je réponds bien à ce que vous voulez savoir. La question reste ouverte, je ne sais pas si on va la reprendre ou s'il vous plaît, Pierre, ça va aller. Oui, juste un mot, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je suis heureux de voir que ton travail avance. En même temps, moi, je ne peux pas ne pas dire que ça me pose un problème de méthode. Bon, on peut avoir un débat intellectuel là-dessus. Tu cites le travail de Clémence Couturier-Heinrich, dont je parlerai très rapidement tout à l'heure aussi, et son travail à elle consiste bien à relever les occurrences du mot Rhythmus en allemand. Le problème, c'est que, sauf erreur de ma part, le mot rythme, et a fortiori encore moins le mot grec au singulier ou au pluriel, n'apparaît ni chez Spinoza, ni chez Leibniz, et donc, pas plus que chez Héraclite d'ailleurs, mais bon, ça ce serait un vieux débat avec Méchonique. Ma question est donc la suivante. Je ne vois pas bien le bénéfice intellectuel qu'il y a à plaquer en quelque sorte le mot rhythmoi sur des philosophies qui ne le pratiquent pas. C'est une interprétation, j'entends bien l'interprétation que tu promeus, quitte d'ailleurs à reprocher à certains auteurs de ne pas être allés assez loin dans la rythmologie, mais alors justement, puisqu'il n'y a pas de rythme chez eux, à quoi bon leur reprocher cela? Je ne comprends pas, je le répète, le bénéfice intellectuel qu'il y a à plaquer le mot rythme dans un contexte où il n'apparaît pas. Oui, mais Pierre, moi je ne fais pas d'histoire des idées, tu as bien compris, c'est un essai. En réalité, c'est un essai de philosophie. Alors, je parcours des textes qui se sont posés des questions qui sont analogues. Bon, le mot n'y est pas, mais la chose y est. C'est ça. Le rythme du divin chez Spinoza, honnêtement, j'en suis pas sûr. Pas plus que... Enfin, je sais pas, j'avoue que je suis vraiment perplexe. Il y a beaucoup de plis quoi, dans la rythmologie, effectivement. C'est une recherche en fait conceptuelle, c'est-à-dire de construction conceptuelle. Il ne s'agit pas de faire une histoire de la pensée en disant Spinoza a pensé ça ou Leibniz. Il s'agit de voir ce que leur réflexion portant sur la dynamique, et ça tu ne pourras pas me l'ôter, sur l'organisation du mouvement, sur l'organisation même de l'individuation, puisque quand on parle de mode, et je préfère la traduction de Potra, de manière, ou bien même la monade, ce sont toujours des éléments dynamiques qui ont quand même
une organisation temporelle. Donc on est bien dans ce que je raconte, si tu veux. Après, en effet, le terme n'y est pas, mais peu importe. Et puis, il y est chez Diderot, en tout cas, ça c'est clair. Il apparaît très très clairement. Et il y est pour parler des mêmes choses que Spinoza et Leibniz envisageaient aussi. Donc, oui, je pense que ça, c'est un point de vue, si tu veux, là, c'est simplement une question de méthodologie. Bon, je l'assume, ça ne me gêne pas du tout. Peut-être une dernière question avant la pause café. Oui, Christophe. J'aurais une question à propos de Diderot précisément. Est-ce qu'il y a un rapport entre rythme et harmonie? Parce que je pense à au texte très fameux du Ré de d'Alembert, très, très délicat d'interprétation sur le modèle harmonique comme source origine du matérialisme et le clavecin, l'homme comme un clavecin. Est-ce que dans les textes sur le rythme où Diderot emploie le mot rythme, il évoque aussi l'harmonie qui est également un modèle dynamique qu'on trouve chez Leibniz également, enfin, la musique, et qu'on peut aussi trouver chez Rameau, puisque l'organisation, Rameau nous parle très peu du rythme, et c'est plus un modèle, c'est le modèle harmonique qu'il privilégie dans sa réflexion, comme tout le monde le sait, et c'est sur le modèle harmonique que se fonde Diderot dans le Ré d'Alembert, et non pas sur le modèle rythmique. Alors est-ce que dans les textes, donc je pose une dernière question, dans les textes où Diderot emploie le mot rythme, il y a aussi cette notion d'harmonie qui apparaît parallèlement ou qui est combinée avec la notion de rythme? En fait, il a donc la lettre sur les sourds, quand il est jeune, pose la notion d'hiéroglyphe. Et c'est une notion, je vous ai dit, de résonance, de signifiance globale sur le plan prosodique, sur le plan des accents, donc là au rythme dans le sens traditionnel. Et puis, il a abandonné ça. Et en fait, chaque fois qu'il parle de ça, après, il parle d'harmonie. Il parle d'harmonie. Parce que la notion d'hiéroglyphe, elle est un peu embêtante parce que ça rabat une question qui est quand même liée à la durée sur une image. Un hiéroglyphe, c'est quand même une image fixe. Et donc, c'était probablement un terme pas très bien choisi. En même temps, il tourne autour de cette question-là parce que ce qui l'intéresse, c'est de penser que ce qui est dit dans un texte correspond à la simultanéité des idées qu'on a en même temps quand on pense. Lui, il ne pense pas qu'on les a successivement. Il pense qu'il faut donc peindre la pensée. Alors, il est tout le temps en train d'hésiter entre, d'un côté, les approches par la durée, la succession, et puis les approches simultanées, la peinture. Il y a les deux à la fois. Alors au départ, il est plutôt du côté de la peinture, l'hiéroglyphe, et puis après plutôt du côté de la musique. Mais il ne faudrait pas penser que la musique serait le paradigme qui expliquerait pour lui sa conception du rythme. Parce que là, on le rabattrait sur Rameau, sur des gens comme ça. Or, ce qu'il fait n'est pas ça. Ce qu'il fait, c'est de bricoler avec des choses qui viennent un peu de la musique, mais aussi beaucoup de sa propre réflexion poétique. Et du coup, ça fait, oui, des choses difficiles à interpréter. Mais je pense que là, il est vraiment en train de penser, enfin, je pense qu'il a raison, il y a dans le langage quelque chose qui croise la chaîne linéaire des mots, des signes, mais en même temps, sans arrêt, cette chaîne, elle est tissée par une trame qui est celle des échos, celle des résonances, qui fait que quand on développe un raisonnement, il y a autant d'harmoniques qui se développent, qui portent le sens de ce qu'on raconte, que simplement la succession logique des thèmes. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il met le doigt, pour la première fois, parce que je n'ai pas trouvé ça ailleurs. Ça n'existe pas chez Leibniz, ça n'existe pas chez Spinoza un tout petit peu dans la grammaire hébraïque, mais voilà, et même Condillac, il parle un petit peu de ça en disant oui, il y a dans le langage quelque chose qui est corporel, en fait, parce que tout ça vient du corps, mais il ne va pas tellement de là. Alors que Diderot, lui, il rentre dans des textes, il montre comment ça marche, et après, bon, il ne généralise pas, il ne va pas très très loin dans la conceptualisation, mais il y a quand même pas mal de choses. Bon.
Merci beaucoup. Je vous propose donc de prendre le temps d'un café, 10 minutes, et puis de repartir avec l'exposé de Théodora